des forces de l'ordre. On devait vraiment en arriver là, professeur? Merci. Je voudrais tout d'abord remercier Midi 1 TV de cette occasion et surtout essentiellement d'ouvrir ces antennes à un autre point de vue, celui des étudiants, celui des parents, celui des enseignants, parce que malheureusement dans d'autres TV, ils sont à direction unique. C'est uniquement et presque exclusivement la parole du gouvernement. Et l'autre point de vue n'a pas droit de citer. Et alors justement, j'insiste là-dessus parce que le 18 septembre, nous n'avions pas le ministère. Il était important. Je remercie Monsieur le Mana d'être ici aujourd'hui. Comme vous êtes directeur des ressources humaines, vous êtes, j'imagine, au centre du processus. Je termine, professeur. Non pas droit de citer, et ce qui est dommage et malheureux, parce que ces TV, ces médias fonctionnent avec de l'argent public. C'est nos impôts. Et malheureusement, il n'y a qu'un seul sens. Deuxième point, je voudrais, en tant que parent, et je ne représente, je dirais que moi-même, mais je ne dirais probablement au nom de tous les parents d'étudiants en médecine, et probablement au nom de tous les parents d'étudiants, ma solidarité, ma compassion, mon soutien aux familles d'abord, des enfants qui ont été arrêtés, des enfants, ou des étudiants plutôt, qui ont été traumatisés, je m'excuse malheureusement parce que ça... et des enfants qui ont été agressés, et leur seul sabotage, entre parenthèses, c'est d'avoir saboté leur corde vocale avec leur slogan, et c'était des sittings responsables et aucune violence. Je dirais même une marche qui devait avoir lieu à Casablanca a été annulée par la préfecture, mais également par les étudiants eux-mêmes, dans la mesure où ils ont senti qu'il y avait des casseurs qui se sont introduits. Ils ont préféré annuler la marche plutôt que de laisser l'occasion. Et c'est des étudiants responsables. Troisième point, et uniquement je voudrais être court, on parle de parents d'étudiants. On n'est pas là pour dire ce qu'il y a ou autre. On est beaucoup plus, et je suis venu, et au nom d'autres, pour surtout des éclaircissements sur la situation. Tout d'abord, je tiens à vous saluer. Je tiens à remercier Midi 1 TV pour sa neutralité, son professionnalisme. Et donc c'est la deuxième occasion pour laquelle elle nous permet de nous exprimer sur ce plateau. Par rapport à la radicalisation, nous, en tant que bureau des étudiants en médecine, en tant que en tant que commission nationale des étudiants en médecine au Maroc, on a toujours appelé au pacifisme, donc au sens de responsabilité, de sagesse. On a toujours appelé à calmer les esprits, à gérer ce mouvement avec sagesse. Et en tout cas, donc ça a toujours été le cas depuis donc le commencement de ce mouvement. Il ne s'est rien passé depuis le début. Hein, depuis le début, bien sûr. Donc depuis donc on en est à notre 56e jour de boycott. Donc la seule fois où il y a eu abus de pouvoir, bien sûr, c'était donc le jeudi dernier, où donc l'intervention musclée des forces de l'ordre était injustifiée, qui a choqué plus d'un. Il y a eu donc le résultat, c'était 11 blessés, 4 détenus et des pertes de connaissances pour les filles. Donc les étudiants étaient en train de faire leur slogan dans un sit-in pacifiste. Ça se passait comme ça, comme ce qu'on a vu dans le reportage. Oui, voilà. Donc on en est à notre 121e sit-in à la faculté de médecine de Rabat. Donc rien n'était exceptionnel. D'ailleurs, ils étaient en train de chanter l'hymne national. Donc une fois surpris par l'envahissement des forces de l'ordre, l'enceinte de la faculté. Tous les points. Oui. Du dossier revendicatif, on s'est mis d'accord avec les étudiants, avec les représentants. Il y avait quelques points qui restaient en suspens avec les résidents, et on s'est dit, avec les résidents, que ces points, on va mettre une commission technique et on va discuter de tous les points. Le ministère de la Santé est ouvert au dialogue sur tous les points. Par rapport aux demandes des parents d'élèves reçues par M. le ministre de la Santé, par le dialogue, il a reçu des demandes de la part de parents, que ce soit association, pour les recevoir, pour étudier le problème. Il les a reçus. C'est pas interdit de recevoir des parents. On ne reçoit pas un comité d'étudiants. Non, ça, c'est et on reçoit les parents. Maintenant, par rapport au service sanitaire. Ça, service sanitaire, le ministère de la Santé et le ministère a toujours dit que c'est des idées, que c'est des propositions concernant
pour résoudre un problème de ressources humaines, de pénurie de ressources humaines au niveau du ministère de la Santé. Vous avez 15 jours pour répondre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il y a un principe de base qui n'est pas immuable, que vous ne pouvez pas changer. C'est le service national. À la limite, qu'est-ce qui reste si je ne discute pas du service national de 2 ans? Ça veut dire où mettre la virgule ou le point-virgule. C'est ce qui reste à discuter. Le principe est là, je ne le discute pas. Mais vous pouvez faire des amendements, faire des correctifs. Et je voudrais dire honnêtement, on parle de service national. On est des citoyens, et je suis un petit peu parmi les vieux. Il y avait un service national au Maroc. Il y avait le service civil et le service militaire. Mais c'était valable pour tous les nationaux. Alors attendez, j'essaie depuis tout à l'heure de définir ce service national, avant qu'on arrive à... Mais au moins définir un service national. Définissons-le tel qu'il a été proposé, vous avez parlé d'idées. Alors, est-ce que je peux... C'est la troisième fois que je vous le demande. Je le définis. Il y avait en 1957, M. Tahiri, je crois que le service médical, il était réservé que pour les médecins. Et je vous renvoie sur une loi de 1957 qui ne prend que le service médical pour les médecins. C'était après le protectorat. En 1957, c'est... D'accord. Maintenant, le service national. Ce que vous appelez une idée, mais qui est, bon, vous paraissez, moi, comme une proposition. C'est des idées, c'est des propositions qui sont pour la discussion sur la table. Et d'ailleurs, une loi, on connaît bien le processus d'une loi. Est-ce que le ministère de la Santé, il trouve qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la couverture? Vous voulez pas me définir le service national? Non, mais si, je suis en train de vous le définir. On a déjà parlé de la forme des négociations. Ce service national, expliquez-nous, s'il vous plaît. C'est amener trouver une solution pour que parce que nous, au niveau du ministère de la Santé, on ouvre des postes de recrutement et on n'arrive pas à recruter des médecins. C'est amener les étudiants à la fin de leur formation, au niveau des facultés de médecine, de pharmacie, de dentaire, comment les amener à servir le citoyen marocain dans le service public. Que ce soit, on a pensé au service sanitaire national, qui est de 2 ans, mais on peut trouver des solutions. C'est pas l'obligation en soi, au début, qui est proposée. On a dit que c'est l'obligation obligatoire. On n'a jamais dit que l'obligation, on ne peut pas la discuter. On a dit, la proposition, c'est comment amener nos étudiants à leur sortie, leur donner des avantages et d'aller travailler dans des zones où c'est pas les zones éloignées, c'est les zones où on a un manque de médecins. Même les urgences au niveau de certains hôpitaux, tout à l'heure on parlait avec le professeur Tahiri, même dans l'urbain, on a un problème de disponibilité de ressources humaines. Donc, et d'équipement. Oui, et d'ailleurs, on a prévu avec le projet 1 milliard de dirhams pour l'équipement des hôpitaux. C'est une goutte dans l'océan. C'est 1 milliard de dirhams. C'est une goutte dans l'océan. Pour qu'on en parle. Alors déjà, j'aimerais bien rappeler le cursus médical. Donc ça dure au minimum 8 ans et 8 mois. Il y en a beaucoup qui trébuchent au cours de leur cursus. Donc pour en arriver 9 ans, 10 ans, parfois même 11 ans de cursus. Après, pour un médecin généraliste. Pour un médecin généraliste, bien sûr. Avant la spécialité. Avant la spécialité, donc 11 ans. Donc durant ces 11 ans, donc c'est un parcours semé d'embûches. On n'est pas papa dépendant, on est donc matériellement dépendant par rapport à ses parents. Donc on s'attend à commencer sa carrière le plus tôt possible, que ce soit dans le secteur public en tant que salarié, à l'instar de tous les secteurs du Maroc, et ou que ce soit en tant que dans le secteur libéral. Maintenant, avec le service civil obligatoire, déjà c'est pas un contrat consentant des deux parties. On m'a obligé à travailler quelque part d'une manière que le ministère a choisi et qui va retarder le commencement de ma carrière. Encore pire, donc le ministère ne s'engage pas à m'embaucher ou à m'aider à commencer ma carrière après ces 2 ans. Donc je résume, vous faites 8 ans d'études, au meilleur des cas, 10 ans, bref, pour être généraliste, donc vous êtes avant votre spécialité. Si vous commencez à 18 ans, c'est-à-dire que, allez, à 28 ans, 29 ans, bon, allez, même 30 ans, vous commencez votre carrière. En tant que généraliste. À 30 ans, vous faites 2 ans obligatoires. Bon, excusez-moi, mais bon. C'est obligatoire. Je peux même dire pourquoi c'est obligatoire. Si c'est institué, faudra quand même le faire. Donc c'est un petit côté obligatoire. Donc à 32 ans, vous sortez, vous allez sur le marché du travail médical et vous n'avez aucune assurance après ces 2 ans. Aucune idée. Répondre à M. Vous voulez pas répondre à mes questions? Non, mais d'abord, je rebondis sur... Parce que tout à l'heure, M. Tahiri a demandé
Et il a trouvé que les enseignants ont tardé à intervenir sur ce dossier. Eh bien, je vous dis non. Et vous, en tant qu'ancien syndicaliste, vous en avez fait, M. Tahiri. Si on avait intervenu dès lui, on aurait taxé d'inciter à la grève. Nous, on l'a dit, et je le répète, on a toujours demandé est-ce qu'il y ait le dialogue pour éviter une année que moi je qualifierais de noire et pas de blanche par rapport aux étudiants. Ça d'un côté, point. Maintenant, si vous me dites, est-ce que... Moi je répondrai que non. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque vous envoyez un jeune médecin pour désenclaver une région, parce que c'est le mot qu'il faut utiliser, qu'est-ce qui se passe? Le temps que ce jeune médecin d'abord s'acclimate et que ces régions l'adoptent, eh bien, l'année est passée. Et qu'est-ce qu'allait faire le ministre à tutelle? C'est que là d'après, il allait ramener un autre. Et ainsi de suite. Donc ça veut dire que pour ces régions, on aura chaque 2 ans un nouveau médecin jeune, entre guillemets, qui arrive et qui partira, et un autre qui va venir à sa place. Nous saluons donc l'initiative du ministère par rapport au communiqué. C'est un signe de bonne foi. J'espère que l'engagement écrit verra le jour très prochainement, puisque le risque de l'année blanche est imminent. Et je tiens toujours à saluer les efforts personnels de M. Hassan Daoudi et des profs qui ont insisté à jouer un rôle de médiation entre la Commission nationale des étudiants en médecine, le Comité national des internes résidents et les deux ministres. Dans un premier temps, essayer de comprendre ce qu'est la finance islamique ou la finance participative. Déjà, la première question, avant qu'on aille, on a vu beaucoup de produits qui ont été présentés, on va essayer de comprendre comment ils fonctionnent. On parlera ensuite de l'installation de la finance participative au Maroc et ses conditions. Nous aurons alors l'occasion de revenir sur un terme très précis qui est la finance participative. Aujourd'hui, pourquoi le Maroc a décidé d'appeler ça la finance participative et non pas la finance islamique? Alors, il y a eu un choix de la part du législateur, qui est le Parlement, d'opter pour le choix de la finance participative, tout simplement parce que là, on a vu dans l'édito, si on veut, les différents produits, mais l'idée générale, c'est que cette finance se démarque d'une autre finance qu'on connaît actuellement depuis 3 siècles ou 2 siècles, qui est la finance basée sur le non-partage du risque, c'est-à-dire que l'emprunteur supporte tout seul le risque, que son projet réussisse ou qu'il soit un échec. Dans la finance participative, on participe. Donc l'esprit de la jurisprudence islamique, c'est si on perd tous les deux, et si on gagne tous les deux. Que les OPCVM, Sharia compliant et Soukouk. Donc l'idée effectivement de parler de finance participative et de centraliser le champ religieux sous le Conseil supérieur des Ulama qui dépend directement du roi. Donc voilà le business model en quelque sorte choisi par le Maroc. Pour nous, la finance participative, c'est une finance qui est basée sur 3 piliers importants. Donc adossée à une économie réelle, c'est-à-dire ce que nous avons appelé l'asset backing, c'est-à-dire adossé à un actif. Exact, l'asset backing, c'est l'économie réelle. Deuxième élément, c'est l'éthique. C'est-à-dire être transparent vis-à-vis des clients, des clients des banques, des assurés, être transparent vis-à-vis des investisseurs également. Et troisième élément qui est très très important, c'est que le fait que cette finance participative est basée sur le droit musulman des affaires, fiqh al-mu'amalat. Donc voilà, donc c'est exactement ce que nous appelons dans d'autres cieux, au GCC en Malaisie, la finance islamique. Chez nous, c'est la finance participative. Voilà, donc voilà, en gros, les piliers et les bases. Donc on part du principe également que, par définition, tout est autorisé, sauf ce qui est explicitement interdit. Donc ce qui est interdit, c'est le riba. Donc c'est l'intérêt, l'usure. Deuxième élément, c'est qui est la base du capitalisme. Du capitalisme, exactement. La deuxième, c'est le gharar, c'est le risque excessif. Et troisième élément, c'est darar, c'est le préjudice. Et je dirais que le Maroc a tendance à devenir une place financière internationale. Et donc le choix de participatif, c'était un choix intelligent. Le Maroc a cette ambition. Oui, c'était donc un choix ambitieux. Et donc pour ce faire, il fallait donc montrer aux investisseurs étrangers que la finance participative n'est pas sujet uniquement aux musulmans. Et donc c'est l'affaire de tout un chacun qui s'intéresse à l'économie nationale, aux opportunités qu'offre aujourd'hui le Maroc dans le cadre de Casablanca Finance City, etc. C'est le moment de venir sans qu'il y ait donc cette connotation islamique.
D'abord, par rapport à la banque traditionnelle, il y a la différence fondamentale qui est celle du taux d'intérêt. Je pense que c'est là où la différence se fait. Quand vous prenez un crédit auprès d'une banque traditionnelle, vous avez une rémunération du capital que vous empruntez qui est sur la base d'un taux d'intérêt. Ça, c'est clairement le fondement de base qui fait la différence entre le monde de la finance traditionnelle et la banque participative. La banque participative peut offrir aussi une alternative très intéressante en matière de mobilisation des fonds et des capitaux. Il y a un certain nombre de fonds qui peuvent ne pas être dans le circuit pour des raisons d'éthique, pour des raisons de chacun avec ses propres convictions. Et il est possible qu'avec cette nouvelle finance, on va l'appeler comme ça, il est possible de ramener des capitaux. Il faut faire un petit flashback contextuel d'où vient un petit peu cette finance islamique. Il faut savoir qu'elle vient en réaction, si on veut. Disons que ces sources, elles existent depuis le XIVe siècle, mais elle vient en réaction à cette finance qui a justement séparé entre les affaires et la religion, les affaires et l'éthique. C'est-à-dire c'est le protestantisme en fait, avec Weber entre autres. Donc on dit bon, les intérêts, parce que même chez les catholiques les intérêts étaient interdits jusqu'en 1822, mais on a séparé ça et on a dit bon, pour le commerce on va faire des intérêts, on va mettre l'éthique un petit peu de côté. Aujourd'hui, quand on va dans les grandes institutions financières internationales, de quoi on parle? Tous les titres, c'est la RSE, la responsabilité sociale. Eh bien, disons qu'on a trouvé, en Occident et dans le monde musulman, une réponse à cette préoccupation de l'éthique, justement, parce que on a trouvé dans la finance islamique quelque chose qui se préoccupe de la personne qui est vulnérable, une finance qui protège l'ignorant, une finance qui permet d'avoir une participation dans les projets, donc de gagner ensemble et de perdre ensemble. Maintenant, puisqu'on vient de la finance classique, on est dans un schéma systémique qui est contre le risque. C'est-à-dire que le risque, c'est l'ennemi numéro 1 dans la banque. Et M. Koutzani, je parle sous son contrôle vu qu'il vient de la banque classique. Disons que le risque, c'est l'ennemi numéro 1. Donc on fait tout, on a même des départements de gestion des risques dans les institutions financières pour enlever le risque. Donc quand on fait un crédit dans la finance classique, on prend une hypothèque, on prend toutes les assurances nécessaires, et on peut donner le crédit, que ce soit un crédit de consommation ou un crédit pour un projet. En finance participative, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de banques participatives islamiques, quand elles ont été lancées dans les pays du Moyen-Orient, on a manqué de ressources humaines. On a dû faire appel à des gens de la banque classique. Donc quand on vient de la banque classique et de l'enseignement financier classique, un formatage, voilà, c'est-à-dire le risque, on enlève, on va prendre la finance islamique, c'est une cartographie de produits, on ne va pas se préoccuper de l'esprit de la finance islamique, on va prendre les produits qui sont le moins risqués. Donc on prend les produits les moins risqués et on essaie d'enlever encore un petit peu plus de risques en faisant quelques balayages dans le contrat, ce qui fait perdre un petit peu la substance du contrat, et on lance le produit sur le marché. Résultat, la personne normale, dotée d'un petit peu de bon sens... Lorsqu'on finance d'autres projets, par exemple par Musharaka, Mudaraba, il fallait attendre 3 ans, 5 ans pour récupérer un peu l'investissement. Le retour sur investissement, ça demande du temps. Et donc, puisque la banque s'inscrit dans une logique de continuité, il est censé financer des projets. Donc, ils doivent récupérer des fonds pour qu'ils puissent les refinancer d'autres projets. On s'est fait l'exercice suivant. Est-ce que la Mubaraha, est-ce qu'il s'agit d'un simple habillage ou un produit? Alors ça, c'est une question, c'est la grande question. Est-ce seulement une cosmétique pour cacher finalement, appeler des intérêts autre chose que des intérêts? Exact. Alors, si on prend le produit on démembre en quelque sorte le produit, c'est effectivement la banque lambda achète le produit pour le compte d'un client. Donc on va prendre un exemple concret. J'achète un appartement, allez, 1 million de dirhams. 1 million de dirhams. Je vais dans une banque participative. Alors la banque A, donc le client se manifeste déjà, il vous dit voilà, je suis intéressé par l'appartement A à travers la banque lambda. Donc la banque lambda, etc. Donc il achète ce bien, donc il prend un risque déjà. Donc il y a transfert de propriété chez la banque. Chez la banque, il paye l'enregistrement, etc. Donc, et à ce moment-là, le client, d'ailleurs, peut décider de continuer ou pas. Donc, il prend un risque, ce qui explique en quelque sorte la marge qu'il va calculer par la suite. C'est différent, parce qu'au moment où je prends un crédit classique, qu'est-ce que fait la banque? Il me donne de l'argent, donc il me vend de l'argent, donc contre les intérêts. Là, je ne vous vends pas l'argent, je vous vends un bien.
qui est l'appartement. C'est le commerce classique. Exact. Donc on est dans ce schéma. Donc la propriété de la banque, donc il prend un risque. Donc ce qui justifie le rendement bilrom, c'est une base. Elle a quand même une propriété qui est à son nom. C'est pas un vrai risque. C'est quoi la banque participative ou islamique? C'est d'abord un commerçant en gros et un capital risque. Commerçant en gros, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa valeur ajoutée? Eh bien, il achète en gros et il fait bénéficier ses clients des réductions de son achat. Donc, il y a, contrairement à ce qu'on peut entendre, il y a des banques qui stockent des voitures, il y a des banques qui stockent des appartements dans plusieurs pays du monde. En Turquie, on l'appelle aussi finance participative d'ailleurs. Et donc, il y a des banques qui font ça et qui ont de la valeur ajoutée, mais elles restent minoritaires. Pourquoi? Encore une fois, pour cette raison d'esprit. C'est-à-dire qu'on est encore dans une finance, on est encore dans 4 siècles de finance classique. C'est très difficile de changer de paradigme. Mais là, après, avec cet avènement et avec ce renouvellement de vision paradigmatique de la finance, rien d'islamique, mais c'est pour attirer des clients. Et on a des banquiers, des institutions financières qui font vraiment de la finance participative éthique, c'est-à-dire qu'elles font aussi de la microfinance islamique, elles font aussi... Et donc c'est là où on veut dire que la finance islamique, c'est un tout. C'est pas la murabaha et c'est pas juste la murabaha al-musharaka, c'est un tout, c'est la finance participative. La crise du subprime. Et ces experts orientent nos sharia board, le sharia board national, justement pour valider, donner le cachet compatible ou pas par rapport à la finance participative. Un petit bémol rapide, simplement pour dire que c'est pas parce qu'on est sharia compliant qu'il n'y a pas de crise ou qu'il n'y a pas de moment difficile. Je rappelle que pour certaines banques dans le Golfe, qui étaient extrêmement exposées à l'immobilier, des raisons liées à la sharia compliance. Pour des raisons qui étaient énormément exposés à l'immobilier, ont connu des moments difficiles. Donc on peut avoir des difficultés, ça ne veut pas dire que les difficultés n'existent pas. Il y avait un hic au niveau de la compliance de leur contrat, mais ça ne veut pas dire que, dans l'économie, la finance islamique, elle est adossée à l'économie réelle. Donc si l'économie va mal... La banque participative aujourd'hui, c'est l'un des produits murabaha. Pour nous, c'est des monnaies. Des monnaies, pourquoi des monnaies? Parce que, in fine, on n'a pas pensé à la science d'essai, qui est le takaful, pour connecter ce produit sharia compliant avec un produit sharia compliant assurance. Aujourd'hui, si on lance un produit murabaha, il sera adossé à une assurance d'essai classique. Est-ce que le Conseil supérieur des ulama va valider ce type de produit? Un produit sharia adossé avec on a une cohabitation entre des produits. Parce qu'il faut absolument accélérer le processus. Une mise en musique de l'ensemble des produits, de façon à ce que l'ensemble de l'environnement soit sharia compliant. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose qui est un peu déconnecté, ça pose problème. C'est justement la question que j'avais évoquée tout à l'heure, la question de l'écosystème. C'est-à-dire si on n'a pas une partie fiscale, une partie assurantielle, une partie microfinance, peut-être une partie participative, et aussi des marchés financiers qui acceptent et qui incorporent ces produits, parce que la banque islamique, quand elle voudra un refinancement, elle ne va pas se refinancer avec un taux d'intérêt, c'est pas possible. Donc, à partir du moment où on a un produit musharaka ou murabaha ou ijara... Le Maroc est très proche de l'Inde. D'abord, sur le plan culturel, nous ressemblons beaucoup. Sur le plan social et familial, nous avons un respect des anciens. Notre façon de fêter nos mariages est très similaire. Les bijoux que nous portons sont également similaires. Les habits que nos femmes portent sont souvent venant de tissus faits en Inde. Donc, il y a ce mariage culturel qui a toujours été là. D'un autre côté, l'Inde est la plus grande démocratie au monde. Il est un partenaire naturel pour le Maroc de par son ouverture. Juste pour résumer un peu l'ouverture de ce pays, c'est un pays qui publie 6000 journaux par jour en 50 langues et qui a 12 000 magazines, soit hebdomadaires, soit mensuels. C'est un pays qui parle 1200 dialectes dans 50 langues écrites. Il a 23 langues officielles. Et donc, c'est un État fédéral de 29 États et avec à peu près 7 territoires qui sont gérés par le pouvoir fédéral, dont Delhi, Pondichéry par exemple. Et donc nous nous retrouvons dans un pays qui a déjà fait, entre guillemets, l'Union européenne que l'Europe est en train de faire et qui arrive à gérer 1,2 milliard, 1,3 milliard d'habitants dans une convivialité parfois difficile, puisque nous avons
un système de caste qui perdure encore. Nous avons des disparités énormes au niveau de la pauvreté et nous avons des taux d'analphabétisme qui restent encore élevés. Toujours est-il que l'Inde, le sommet dont vous venez de parler, est très important, non seulement pour l'Inde, mais également pour l'Afrique. Alors je dirais que la présence de Sa Majesté à ce sommet, en tout cas sa participation avec une très grosse délégation, devrait être considérée ou perçue stratégiquement parlant comme un signal tout à fait clair à l'Inde que le Maroc accueille le nouvel agenda et que ce premier sommet doit être le premier forum aussi après la réunion des Nations Unies en ce qui concerne les objectifs de développement durable. Depuis 10 ans, le Maroc a de très bonnes performances en Afrique, avec la diplomatie royale en Afrique, mais aussi au niveau national, en créant de nombreux hubs et en attirant des investisseurs étrangers. Donc, d'après ce que moi je comprends, la participation de Sa Majesté fait partie du niveau multilatéral et semble être tout à fait la bienvenue par l'opinion publique en Inde et les cercles politiques. Au deuxième niveau, il y a beaucoup d'événements parallèles auxquels participe la délégation marocaine depuis 3 jours déjà, avec de nouveaux partenariats, en signant de nombreux mémorandums d'entente, ce qui veut dire qu'après 10 ans de concurrence politique, le gouvernement indien aujourd'hui a clos le dossier et aujourd'hui on arrive au deuxième chapitre. Il s'agit d'un chapitre économique et d'un chapitre de développement avec le partenariat. Oui, des jaloux sûrement, mais quand même on est dans les relations internationales, donc c'est l'intérêt qui prime. Mais la chose la plus importante, c'est cette présence royale déjà dans ce sommet. Il y a eu énormément de sommets, Afrique, Asie, pas mal de pays, Afrique avec Europe, Afrique, États-Unis. Sans que Sa Majesté se déplace. Et c'est la première fois que ça va. Donc c'est un signal fort, comme a dit notre ami Sirzrazi. C'est aussi un message très très fort pour nos amis africains avant tout. Et cette présence, d'ailleurs, il y a une très forte présence de chefs d'État dans cette rencontre, ce qui dénote comme quoi un véritable intérêt des Africains en général, du Maroc en particulier, vis-à-vis des relations avec l'Inde. L'Inde n'est pas un partenaire banal pour l'Afrique et même pour le monde. Sibel Mahi l'a très très bien souligné. C'est quand même une force montante. Aujourd'hui même, c'est une des principales forces économiques dans le monde. Et cette année 2015 qui est en train de se terminer, l'Inde a pu réussir un des taux les plus importants de développement humain et qui a dépassé quand même la Chine dans ce cadre-là. Et ce que l'Inde peut présenter à l'Afrique et bien sûr ce que le Maroc peut jouer dans ce rapport inter-indien et africain est assez important, de même que le Maroc, avec la présence de la délégation marocaine et à sa tête Sa Majesté, est porteur d'un projet, que ce soit que le Maroc soit un lien entre l'Inde et le continent africain. Le Maroc pourrait être à même de jouer le rôle de hub du moment qu'il a déjà joué pour un certain nombre d'autres activités, qu'elles soient politiques, économiques ou autres, et de part, parce qu'il y a quand même 2 catégories très importantes dans ces relations. Le premier, c'est mettre en place un véritable rapport stratégique entre l'Afrique et l'Inde, et le Maroc peut être un atout très important dans ces relations stratégiques, du moment que le Maroc détermine quand même le jeu stratégique en Afrique de par sa position et de par son rôle politique. Et seconde chose, c'est le fait de devoir rationaliser les relations internationales dans un monde aujourd'hui qui devient beaucoup plus unipolaire que multipolaire comme il était auparavant. On parlera justement de la décision de l'Inde de ne pas inviter justement la pseudo-raste. Ça, c'est aussi un signal important. Des chiffres que nous avons parlent d'eux-mêmes. 80% des stocks de phosphate sont en Afrique. Mais l'Afrique ne consomme que 15% de ses stocks en phosphate. Alors qu'il y a un grand besoin, étant donné que le grand défi pour l'Afrique, comme pour l'Inde,
c'est la sécurité alimentaire, comme ça a été dit par notre ami Sib Mahi. Je pense que ça correspond bien à la nouvelle stratégie du groupe OCP, qui s'oriente vers l'export des produits de grande valeur ajoutée, l'acide phosphorique, et il a besoin d'un partenariat avec l'Inde pour avoir cette nouvelle stratégie en perpétuelle évolution, comme ça a été le cas pour le Gabon. Comme vous le savez, la dernière visite de Sa Majesté en Afrique et au Gabon a conduit à un projet qui est très apprécié par tout le monde, d'avoir un partenariat, un Gabon qui a du gaz, de l'ammoniac, que le Maroc va utiliser ces phosphates pour la fabrication de l'acide phosphorique, azure phosphate. Donc je pense qu'à côté de ce défi de sécurité alimentaire, il y a bien sûr ce défi de lutte contre la pauvreté. Donc il faut bien que l'Inde s'ouvre vers l'Afrique, et c'est de l'Afrique qu'il importe ses produits pour son industrie, pour son économie, et aussi il importe 30% de ses besoins en pétrole du Nigeria, laquelle, avec l'Afrique du Sud, constitue pour nous, en tant que Marocains, et pour la cause nationale et pour le Sahara, des pays vraiment à étudier et à suivre pour avoir une assise. Et là, je pense qu'en liaison avec ça, l'Inde peut être pour le Maroc une porte pour l'Afrique anglophone. Depuis 2002, a commencé à assurer la promotion de la coopération sud-sud, du dialogue sud-sud, avec un nouvel état d'esprit qui n'est pas marqué par l'idéologie de la guerre froide, qui est basé plutôt sur la diversification des acteurs, pas seulement État à État, mais business à business, et également en incluant la société civile. C'est tout à fait clair depuis 2005, depuis le 6, avec la diplomatie royale dans les pays africains. Mais le Maroc reste faible au niveau multilatéral, principalement sur ce forum africain, à cause de cet état d'esprit et à cause de ce que l'Union africaine fait pour bloquer cet état d'esprit. Parce que depuis 2008, il ne faut pas oublier que l'Union africaine a poussé la plupart des forums entre l'Asie et l'Afrique, la première et le deuxième à Addis Abeba, également le TICA, c'est-à-dire la conférence de Tokyo pour le développement africain, le FOCAC, le forum entre la Chine et l'Afrique, les a poussés, ou en tout cas a exercé une pression pour que la coopération entre les États africains et l'organisation africaine exclut les relations bilatérales. Le Maroc a joué un rôle très important, non seulement pour protéger ses propres intérêts, mais aussi pour protéger de petits pays en Afrique. Et ça a été exprimé très souvent, le fait que le Maroc se bat pour garder un équilibre au niveau de la coopération entre le continent africain et d'autres forums, etc. C'est sûr que l'Inde pourrait profiter de ça. Il y a déjà pas mal de pays, y compris la Chine, qui profitent. L'Inde serait évidemment la bienvenue, notamment vis-à-vis des quotas, vis-à-vis des Américains. Avec l'Union européenne, le Maroc a des relations plus que bonnes, puisque 70% de nos échanges sont avec l'Union européenne. Mais il ne faut pas, comme je le dis toujours, faire des accords de libre-échange pour faire des accords de libre-échange. Les accords de libre-échange sont porteurs de bonnes choses, mais également de bonnes choses, de mauvaises choses, quand on ne fait pas attention. Je reviens par exemple à mon cas de légumineuse, puisqu'on parle d'un pays végétarien. Le pays qui est le premier exportateur de légumineuses vers l'Inde, c'est le Canada. Des centaines de milliers d'hectares dans le Saskatchewan, par exemple, au milieu du Canada, ne fait que cela. Et donc, si nous, on fait un accord de libre-échange avec le Canada, où on met que nous pouvons importer
des légumineuses vers le Maroc, toute cette politique d'approche pour développer nos céréales à travers les légumineuses en travaillant avec les Indiens tombe à l'eau. Donc il faut faire attention. Ceci étant, les Indiens, ce sont des gens extrêmement bien informés et je pense qu'ils ont parfaitement étudié les accords de libre-échange. C'est une partie très importante de notre passé. Dire qu'en Inde comme en Chine, Ibn Battuta, le Marocain, dont le tombeau est à Tanger, il faut le savoir, est très connu. Très connu. Ibn Battuta est très connu en Inde. Très connu, Ibn Battuta. Malheureusement, au Maroc, on le connaît moins. On le connaît moins. Enfin, on le connaît moins. Pour nous, en tant que chercheurs, nous connaissons le passé colonial de l'Inde et le rôle qu'a joué Gandhi. Gandhi assassiné en 1948. Gandhi qui a fait la marche du sel en 1930. Gandhi qui était un avocat qui est parti en Afrique du Sud pour un travail, qui revient de l'Afrique du Sud comme un leader contre l'apartheid et le racisme. Et de là est partie la grande marche pour la libération et pour la liberté de l'Inde. Car au début, Gandhi ne demandait que l'autonomie de l'Empire britannique comme pour le Canada. Il ne demandait pas l'indépendance. Mais vu les mouvements de libération nationale au niveau international, l'Inde est devenue vraiment un pays qui a pu avoir sa liberté et aussi être un grand pays des non-alignés, chose qui fait un point commun avec le Maroc. Et l'Inde, maintenant, est une puissance économique. Et j'espère que ces relations avec l'Inde vont consolider davantage ces relations historiques, culturelles, mais aussi culturelles, comme ça a été dit par notre ami Belmahi. Ce qui serait intéressant, c'est de faire un état des lieux d'un point de vue environnemental, que ce soit au niveau de la planète très rapidement et surtout au Maroc. Je vais juste lire un extrait d'un rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. L'Afrique sera le continent le plus concerné par le changement climatique d'ici 2050 et plus de 500 millions d'hectares de terre ont déjà été dégradés. Ma question est, faut-il s'inquiéter aujourd'hui pour le Maroc, Madame la Ministre ? Écoutez, là vous touchez au changement climatique et donc vous touchez à une problématique qui est mondiale, qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de pays. C'est une problématique qui aujourd'hui représente le défi de ce siècle. Le Maroc est touché, ben oui, il est touché et nous le savons. Nous, Marocains, depuis déjà quelques décennies, nous avons des plans d'adaptation, que ce soit la politique de l'eau, la politique agricole. Donc nous avons déjà enclenché tout un processus qui n'était pas forcément nommé ou sous la dénomination des changements climatiques ou de plans d'adaptation, mais nous avons des politiques qui ont été mises en place pour s'adapter justement à ces phénomènes de sécheresse récurrents que connaissait le Maroc, au manque de la ressource en eau, etc., etc. Maintenant, en parlant de changement climatique et du rapport du GIEC, plusieurs États sont menacés, le continent africain en particulier. Donc les États qui connaissaient des sécheresses vont connaître des sécheresses de plus en plus importantes et fréquentes. Les États insulaires sont menacés. Donc il y a des parties, des territoires au niveau mondial qui sont menacés et l'Afrique en fait partie. C'est sûr que les Marocains, ils savent très bien que la dotation en eau par habitant, qui était à 2000 mètres cubes par habitant par an, elle a diminué à 1000, puis maintenant elle est à 700, et ça va vers 500. Donc on va vivre la pénurie, ça c'est sûr et certain. Et c'est pas uniquement... la semaine dernière dans une émission où on sait que le Maroc est à 80% en stress hydrique. C'est ça. Et plus que ça, le Maroc, c'est 65% de zones désertiques, 90% qui sont des zones arides et semi-arides. Et les études, ils ont montré que pas mal de zones qui ont été moins arides, ils ont bousculé les dernières années vers l'aridité. Et d'ici 2020, il y aura une réduction des précipitations presque de 4%. Celle des ressources en eau, ce sera de 10 à 15%. Et pour les rendements céréaliers, la réduction est estimée à 10 à 50%. Et ceci pour un pays où l'agriculture qui
s'étend sur 83% des terres. Unilever s'est engagé maintenant il y a 5-6 ans dans un grand programme, une stratégie en fait, qu'on appelle notre plan pour un mode de vie durable. Et en fait, l'idée, elle est assez simple. On est une entreprise, donc on a un objectif qui est de faire croître notre business, développer notre chiffre d'affaires, comme toutes les entreprises, c'est normal. Mais on veut faire ça, on veut découpler cette croissance de notre impact environnemental. C'est-à-dire croître, mais réduire notre impact environnemental et améliorer notre impact social. D'accord ? Et on fait ça pour une raison assez simple. On n'est pas des philanthropes, même si on veut tous faire le bien pour la planète et pour les gens. On fait ça parce qu'on est convaincu que si on ne le fait pas, les entreprises qui ne font pas ça sont mortes à terme. Elles n'auront plus de matières premières pour fabriquer leurs produits, elles n'auront plus de consommateurs pour consommer, elles n'auront plus d'eau pour associer ça à leur shampoing, leur gel douche. Donc on se dit, on n'a pas le choix. Lorsqu'on parle des changements climatiques à l'échelle internationale, c'est les industriels qui en sont responsables. Et il faut le dire, le budget carbone qu'on a, c'est-à-dire le total du budget carbone pour lequel on peut se permettre, pour ne pas avoir un réchauffement qui est supérieur à 2 degrés et qui peut être catastrophique parce qu'il est imprévisible et on ne peut même pas prévoir quelles sont les conséquences. C'est pourquoi la communauté internationale, elle s'est fixée d'ici 2100 pour ne pas dépasser les 2 degrés. Et lorsque je parle, j'ai bien aimé l'exemple d'un ami ce matin qui donnait l'exemple pour la température de l'homme. On est à 37 degrés, lorsque ça monte à 37,5, 37, 38, on commence à chauffer. 39, c'est vraiment, il faut voir le médecin, mais à 40, c'est catastrophique. La Terre, c'est la même chose. Lorsqu'on parle d'une augmentation qui est maintenant de 0,7 degrés, c'est énorme. Et lorsqu'on va vers 2 degrés, c'est catastrophique. C'est pourquoi toutes ces multinationales qui se sont vues en train de développer l'économie mondiale et aussi le bien-être, sans se soucier de l'atmosphère, parce qu'on a considéré que l'atmosphère, c'est quelque chose qui n'a pas d'importance internationale. C'est pourquoi on a séparé les terres, on a séparé les mers, mais l'atmosphère, on ne l'a pas séparée. Qu'est-ce qu'on s'est trouvé? On s'est trouvé avec des pays industrialisés qui ont, sur le capital qui existe, le budget qui existe, qui est de 2900 gigatonnes, on a déjà consommé 1900 gigatonnes. Il nous reste uniquement, d'ici 2100, 1000 gigatonnes. Est-ce que l'environnement n'est pas en contradiction avec le développement? La croissance à tout prix. Ou la croissance à tout prix, comme vous avez dit. Depuis des années, je crois que c'était en 93, le ministère du Commerce et de l'Industrie marocain avait lancé un programme qui s'appelait le DIED, Développement industriel durable. Et nous avions dans le temps travaillé sur de nombreuses unités industrielles, audité des unités industrielles pour leur démontrer qu'ils pouvaient produire en économisant l'eau, l'énergie, la matière première, les intrants, l'optimisation des intrants, et puis diminuer la quantité des rejets qui sortaient au niveau de l'usine, etc. C'était très difficile en 93. Pourquoi? Parce que tout le monde avait peur du contrôle. On pensait qu'en ouvrant les portes de l'industrie à l'administration, eh bien, on était plus protégés. Aujourd'hui, les industriels, je pense, sont conscients de plus en plus que l'eau devient plus chère, l'énergie est chère, elle n'est plus subventionnée, en partie. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a une véritable prise de conscience et il faut que de notre côté, en tant qu'État, on fasse le travail pour réglementer, et que de l'autre côté, les industriels puissent implanter les mesures. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que les déchets, c'était un manque à gagner il y a 5 ans de 1,6 million de dirhams par an pour Unilever. D'accord ? Aujourd'hui, on fait du profit. C'est-à-dire qu'on a transformé la gestion des déchets d'un centre de coût lourd en un centre de profit, avec quelques investissements. La station d'épuration, ça a coûté un peu d'argent, la compacteuse et la déchiqueteuse, ça a coûté un peu d'argent, mais c'est rentable. C'est rentable comme tout autre investissement industriel. Quand vous êtes un patron d'entreprise, vous investissez, vous savez que ça vous prend 2, 3, 4 ans avant de devenir rentable. C'est normal. La récupération de la poussière vous a permis de gagner 400 tonnes. Oui, absolument. 400 tonnes par an. En récupérant juste les poussières les petites poudres de lessive, et bon, on les réinjecte dans le système. Bien sûr. C'est de la lessive. Bien sûr. D'accord. Donc pourquoi le Maroc et la COP22? Pourquoi on aurait? D'abord, la COP... On peut se dire qu'on a d'autres préoccupations. Exact.
la COP est l'événement, un des plus grands événements qui va mettre le Maroc au cœur de la diplomatie mondiale. C'est un événement où on va attendre entre, je dirais, 20 000 et 30 000, tout dépendra de nos capacités, 30 000 délégués et visiteurs participants qui vont venir à la COP. 3 000 journalistes. C'est un événement où on aura la société civile qui représente le monde entier qui sera là. Et c'est un événement qui va permettre de mettre de la lumière sur toutes les réalisations et les efforts qui ont été faits par le Maroc, que ce soit sur le plan renouvelable. Pas seulement, parce qu'on parle de développement durable, monsieur. Sur le plan développement durable, sur le plan droits humains, quand on a régularisé la situation des 34 000 migrants qui sont des réfugiés climatiques, c'est une question de droits humains pour le Maroc, mais c'est aussi une question de changement climatique. Et donc tous les efforts qui ont été faits par notre pays seront mise à jour au niveau pour la communauté internationale. Bien sûr, les impacts promotionnels et de rayonnement du Maroc sont sans aucune mesure. C'est l'événement historique pour notre pays. Et c'est pas un hasard qu'il soit porté par Sa Majesté le Roi, qui a à travers l'appel de Tanger, à travers son discours pour les ministres de l'ICESCO, les ministres islamiques, des États islamiques. Et donc, c'est un événement extrêmement important, un, pour le rayonnement du Maroc, et deux, pour son impact sur le Maroc et sur l'Afrique. La COP 21, la COP 22, c'est une fantastique opportunité pour l'industrie, pour le privé, de monter à bord du bateau. Parce qu'en fait, la COP 22, c'est avant tout, même si le privé est en train de venir, c'est avant tout une initiative publique, d'État, etc. Mais je pense que le vrai enjeu, et c'est pour ça que c'est une chance inouïe pour le Maroc, le vrai enjeu, c'est qu'on arrive à créer cet élan dans le privé. Par le partage de bonnes pratiques, c'est ce qu'on essaye de faire, par les coalitions que Madame la Ministre a lancées. C'est ça le vrai enjeu. Parce que si le privé s'y met pas, on n'y arrivera jamais. Si je prends l'exemple de ma zone de Sidi Bernoussi, s'il y a que Unilever et quelques autres sociétés qui font des trucs bien, on n'y arrivera pas. Il faut mutualiser, il faut entraîner différents, il faut créer des écosystèmes. C'est ça la nouvelle dynamique de la COP actuellement. Je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Sans effrayer, il faut comprendre un petit peu la société marocaine. Auparavant, on croyait qu'il n'y a pas d'équipe médicale compétente qui font de la greffe au Maroc. Et on a la preuve du contraire ce soir sur le plateau, on le verra. On croyait que la religion était contre. On croyait qu'il n'y avait pas de loi qui régisse le prélèvement et le don d'organes. Aujourd'hui, en tant qu'association, l'association marocaine de don d'organes et du tissu, je suis d'abord médecin. Aujourd'hui, il y a des médecins compétents dans les 5 CHU du Royaume. La religion, elle est claire. L'aspect juridique est clair. Ce qui reste, c'est qu'il faut faire davantage d'information et de sensibilisation de la population pour leur dire il y a les équipes compétentes pour faire la greffe. Il faut dire que au niveau du Maroc, la loi 1698 déjà autorise le don d'organes et les transplantations au Maroc, aussi bien d'organes que du tissu. On a commencé dernièrement parce qu'effectivement il y avait ces réticences-là de part donc la société marocaine, vu que donc il y a un refus automatique au début. Heureusement que ces dernières années on a franchi donc on a rompu donc cette barrière. Que je dirais psychologique ou surtout par une malcompréhension de l'esprit du don d'organes au Maroc. Et il y a quelques pays, les pays européens sont en avance, il y a même quelques pays arabes et musulmans qui sont en avance. Et nous, au niveau du Maghreb, au niveau donc des pays arabes et africains, je pense qu'en ces dernières années, on a pris quand même de l'avance grâce à l'organisation des différents CHU qui ont eu donc cette volonté
bien sûr, de greffer et donc de promouvoir le don d'organes. Et moi, je pense qu'on est sur la bonne voie actuellement. Et la création donc, des associations, parce qu'on demandait toujours, en tout cas on demandait toujours que la société civile prenne part dans ce chantier. Et on remercie donc cette association qui a été créée pour ça, pour surtout donc, promouvoir donc, le don d'organes au Maroc. Très simplement, on dit que la religion musulmane, à l'instar des autres religions, et vous l'avez si bien dit, est basée sur le don, sur la bienfaisance, sur l'amour de son prochain. D'ailleurs, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Nul ne peut avoir une foi complète et parfaite s'il n'aime pas pour son prochain ce qu'il aime pour lui. » Est-ce qu'on aime nous-mêmes souffrir? Est-ce qu'on aime avoir des problèmes? Non. Alors, du moment que je peux aider l'autre, que je peux alléger la souffrance de l'autre, c'est un acte de sadaqa. C'est ce qu'on appelle l'acte de bonne action. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, Al-Qur'an, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Tous ceux qui tuent une âme sans justification ou qui créent des troubles par terre, من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. » Celui qui la revivifie, c'est comme s'il a revivifié, il a redonné vie et un plaisir de la vie à l'humanité entière. C'est juste pour donner l'ampleur de cette action qu'on donne quand on partage, quand on fait un don de soi-même, sachant que quand on donne une partie de notre corps, finalement, elle ne nous appartient pas. Oui, mais si nous occupons... Si vous n'êtes pas dans tous les CHU, c'est-à-dire que quand on vous Moi, écoute... je vous dis le principe de la religion. À Marrakech, nous avons une banque des yeux et nous avons pu avoir ce qu'on appelle des cornées locales. On a pu avoir une trentaine de cornées locales qu'on a greffées. 38, c'est ça. On a 38 cornées locales à Marrakech qu'on a greffées. Et effectivement, c'est tout simplement, ces cornets importés, ils coûtent aussi au Maroc. On paye ces cornets importés. Ça coûte, excusez-moi de parler comme ça froidement, mais un rein, ça coûte combien? Une cornée, ça Non, coûte combien? on n'importe pas d'organes. Moi, je parle de tissus. Non, mais quand vous dites on les importe des États-unis, par exemple, un rein pour les cornets. On importe les cornets des États-Unis. Il y a un accord. Et avant, c'était aussi l'agence de biomédecine. Les premières cornets que nous avons fait à Marrakech, c'était 3 cornets qui nous ont été donnés par l'agence de biomédecine en France. Mais actuellement, il y a un accord avec les États-Unis. Et c'est aux alentours de $1000 à peu près la cornée. Donc ça coûte. Alors que, moyennant donc, le don de cornée, on peut avoir un patient qui est cadavérique ou encéphalique peut donner 2 cornées qui vont servir à un patient non-voyant. Et donc on gagne aussi au niveau du coût. Donc il faut encourager ça, c'est très important. Un don, c'est un don, donc on ne paye pas. Quand vous avez dit combien ça coûte oui, justement, par exemple, c'est important de préciser parce que ce n'est pas un prix. Hein. Ce que paye, c'est le coût. Parce que le coût de prélèvement, le coût de transport, etc. C'est au même titre que la transfusion sanguine. Aujourd'hui, quand vous allez à son transfusion sanguine pour chercher du sang, on paye quand même 300 dirhams par pochette, mais ce n'est pas c'est un coût de... C'est pas le coût du sang, c'est le coût de la logistique. De la logistique et tout ça. Et donc ça, c'est international. Le don d'organes est un don qui se fait sur la base de volontariat et de don, et donc de solidarité. Il n'y a pas de prix. C'est un coût de préservation, un coût de logistique. Voilà. Au niveau de 50 000 imams qui seront formés à ce niveau-là? Bien sûr, parce que les imams seront des relais auprès de la population. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est sensibiliser la population sur le don, sur cette générosité, et surtout de la manière, c'est-à-dire du point de vue religieux, que donner un organe, c'est comme donner de l'argent, c'est comme donner de l'aumône. Vous savez, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. Dépensez, donnez de ce que vous êtes, c'est-à-dire vous le gérez par délégation, ça ne vous appartient pas l'argent, et même votre corps ne vous appartient pas, par analogie, Bab al-Qiyas, ça ne vous appartient pas, ce corps-là vous allez le quitter, et il va revenir à la terre. مِنْهَا خَلْقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. Il va revenir à la terre, autant en faire une bonne action. Si on arrive à travers ces imams, ces 50 000 imams, et qui chacun sera un relais auprès de milliers
de fidèles dans les mosquées, dans la société civile, à sensibiliser les gens sur la profondeur de l'action, sur la générosité et sur la religiosité de l'acte, et que ce qu'on va faire est en conformité avec les recommandations divines. Le Marocain, par définition. Le premier axe qui est très très important, c'est la société civile. Alors pour travailler, il faut s'organiser en association et il faut aller vers les citoyens, leur expliquer tous les aspects, l'aspect religieux, l'aspect solidarité, l'aspect soulager la souffrance de ces patients qui vont recevoir ces dons d'organes. Il y a un travail de fond qui doit être fait. Alors je ne sais pas quel est le nombre d'associations qui travaillent dans le domaine, mais j'estime que c'est pas beaucoup. Donc il y a cet axe. Et le deuxième axe, c'est que l'institution doit prendre un choix stratégique dans sa politique globale. Alors, notre CHU a fait un choix stratégique de travailler dans cet axe-là et il a réglé pas mal de problèmes. On ne peut pas faire autrement. Mais je rajoute ce que dit la loi, c'est qu'il ne faut pas l'oublier, c'est que le don à partir d'un mort en état encéphalique, c'est anonyme. On ne sait pas le nom de la personne qui donne et qui le reçoit. Et qui le reçoit. Oui. Et la gratuité. Ça, c'est deux éléments très très importants. Et je pense que la rigueur des néphrologues et leur responsabilité et leur conscience, moi j'en suis convaincu, dans les 4 CHU, c'est très bien verrouillé. Alors, il nous reste quelques minutes. Je voudrais vraiment vous donner l'occasion, professeur. Vous avez fait cette transplantation à la petite Fatima. Elle va bien? Elle va bien. Très bien. Alors, explique le moment où vous avez eu l'information. Ça s'est passé dans la nuit du 13 au 14 octobre. Moi, j'ai eu juste la manière avec laquelle ça s'est passé. Vous allez nous dire une petite fille qui est décédée. Bon, on n'a pas son nom, justement, dans le cadre de l'anonymat. Un accident de circulation. La pauvre petite fille est décédée, vous avez été prévenu, et donc là, vous l'avez dit, le cœur, en 4 heures, il fallait agir vite. Alors là, comment ça s'est passé? Alors là, il y a un travail médical qui a été fait par notre équipe de médecins anesthésistes réanimateurs qui ont réalisé ce qu'on appelle la réanimation de la mort encéphalique. Ils ont un processus pour maintenir le décédé ou la personne qui est morte dans des conditions correctes, c'est-à-dire que la tension artérielle reste correcte, qu'il n'y a pas d'autres problèmes qui vont, disons, altérer la fonction des organes. Alors, concernant notre cas, c'était un prélèvement multi-organes. Donc, on n'était pas seul. L'équipe médicale cardiologique n'était pas seule. Nous étions l'équipe de chirurgie cardiaque et de cardiologie, l'équipe d'anesthésie et réanimation, l'équipe de chirurgie générale qui vont faire la greffe du foie, l'équipe d'urologie, les coordinatrices, l'ophtalmo et tout ça. Donc on a fait 2 réunions de briefing, de préparation, comment chacun va procéder pour pouvoir prélever les organes dans des conditions correctes et les greffer dans des conditions correctes. Et donc, ça a été fait, disons que le décès a été annoncé le 13 pendant la journée, donc il a fallu faire 2 réunions de préparation pour qu'on discute entre nous qui va faire quoi, et puis on a procédé la nuit du 13 au prélèvement multi-organes qui a été très très bien géré sur le plan anesthésique et donc c'est des détails techniques qu'on a travaillé en équipe, en étroite collaboration pour que tout le monde puisse prélever les organes dans des conditions médicales correctes avec des conditions de préservation qui ont permis d'ailleurs au foie d'être transplanté, greffé avec de résultats satisfaisants, au cœur actuellement pour la petite Fatima, aux 2 reins, l'une à Marrakech et l'autre à Casablanca, et les cornets bien sûr qui ont été greffés, et nous avons également prélevé 2 valves cardiaques du cœur explanté. Une pauvre petite fille, a pu, on va dire, contribuer à quoi? 4 personnes? 4 personnes pour la vie et 2 personnes pour la vue, parce qu'elle a donné aussi 2 cornets. Et les équipes ont travaillé, ce qui était bien dans cette dernière processus, c'est que les équipes ont travaillé en parallèle la nuit, dans des blocs différents. La chirurgie cardiaque était à proximité, donc c'était rapide. La chirurgie du foie dans un autre hôpital à côté, et le rein aussi à côté. Donc les équipes ont travaillé en parallèle. Et là, je remercie aussi le SAMU de Marrakech qui a pris le rein pour le ramener à Casablanca la nuit. Il est arrivé à 3 h du matin et ils l'ont pris, ils l'ont greffé donc la matinée aussi.